Merci, Monsieur le Président. Dimanche, je suis juste rentré d'une visite en RDC. Je suis allé en RDC, au Rwanda, en République du Congo, au Burundi et en Ouganda. J'ai rencontré le président en RDC, le président en République du Congo, le président au Burundi et le président au Rwanda. Je suis parti encouragé de certaines manières et découragé d'autres manières, comme vous pouvez l'imaginer. Je sens qu'il y a un potentiel incroyable dans la région. Pour la paix et la sécurité et pour que les tueries et le bain de sang cessent. Les ressources là-bas sont juste énormes. Des dizaines de milliers de milliards de dollars en ressources. Vous savez, la RDC pourrait être l'un des pays les plus riches de la planète entière. Mais je crois que certaines choses doivent se produire. Et je ne sais pas exactement quelle est la solution pour y parvenir. Je pense que, vous savez, pour que cela existe, l'Est de la RDC doit être une zone où tout le monde a un intérêt dans la sécurité et la sûreté et la capacité pour les entreprises étrangères de venir et d'investir dans la région. Et quand je dis tout le monde, je veux dire la RDC, je veux dire le Burundi, je veux dire l'Ouganda et le Rwanda, tout le monde qui est là. Nous savons tous en ce moment que l'Est de la RDC est une zone complètement ingouvernée. C'est comme le Far West, n'est-ce pas? Et je crois vraiment que le gouvernement à Kinshasa n'a actuellement aucune capacité à contrôler cette zone. Ils n'ont pas les ressources ni la capacité de vraiment, disons, influencer ce qui se passe là-bas. Et ils deviennent, en fait, à mon avis, juste une autre entité là-bas qui essaie de profiter des ressources là-bas et de prendre ce qu'ils peuvent. Et tout le monde le fait. Nous le savons, n'est-ce pas? Nous savons que, vous savez, l'Ouganda importe des minéraux de là-bas. Le Rwanda le fait. Le Burundi le fait. Tout le monde le fait. Et il n'y a vraiment rien là-bas pour les arrêter. Je pense que le gouvernement congolais doit faire quelque chose. Premièrement, ils doivent aborder un problème interne, n'est-ce pas? Alors, il y a un grand nombre de personnes au Congo qui ne sont pas des citoyens congolais, qui ne sont pas traités comme des citoyens congolais, y compris la plupart des membres du M23 et ainsi de suite. Maintenant, vous savez, le M23 est un groupe rebelle et vous savez, nous savons qu'il y a une influence là-bas et il y a une composante des forces de défense rwandaises, vous savez, l'armée rwandaise. Mais honnêtement, le M23, avec ou sans le Rwanda en ce moment, est pratiquement incontesté dans la région. Ils font juste tout ce qu'ils veulent en ce moment, et l'armée congolaise ne riposte même pas en ce moment. En fait, ils fuient simplement devant le M23, ou dans certains cas, ils déposent leurs armes et rejoignent le M23. Exactement. Donc je pense que le gouvernement congolais est dans une mauvaise position ici, mais je crois que c'est un problème de longue date. Je comprends qu'il y a certaines personnes dans l'Est de la RDC qui ne sont pas reconnues comme citoyens congolais, et cela peut être en partie parce que cela faisait partie du Rwanda avant que les frontières ne soient redessinées il y a de nombreuses années, et cela faisait partie du Rwanda. Mais je vous soumettrai qu'une grande partie de l'Ouganda faisait également partie du Rwanda. Et après avoir été redessiné, c'est maintenant l'Ouganda. Ces personnes ont été immédiatement assimilées et traitées comme des citoyens ougandais. Mais cela ne s'est pas produit en RDC. Et je pense que c'est une partie du problème. Je pense que cette question intérieure doit être abordée et donc que tout le monde dans la région, tout le monde dans le pays doit être traité comme un citoyen congolais avec tous les droits et privilèges qui en découlent. Je pense que c'est une chose difficile à faire, mais je pense qu'à un moment donné, la résistance armée du M23 ne va pas simplement déposer les armes et s'en aller. Je pense qu'ils sont une résistance armée. Il doit y avoir un effort d'une manière ou d'une autre pour les intégrer dans l'armée congolaise et leur faire sentir qu'ils sont des citoyens congolais qui protègent de leur pays, pas ce qui se passe actuellement. Je pense que c'est l'un des problèmes. Je pense que l'autre problème est qu'ils ont le problème intérieur ou ils ont le problème international, évidemment, qui se concentre principalement en ce moment autour de la relation avec le Rwanda. Et je pense que il doit y avoir une capacité pour le Rwanda et le président. J'ai parlé à Kagame, j'ai parlé à Tshisekedi, j'ai parlé à eux deux. Et je pense que l'un des plus gros problèmes en ce moment est qu'ils ne peuvent pas s'entendre personnellement. Et je pense qu'à un moment donné, les gens doivent mettre de côté leurs différences personnelles. Cela doit être une région bénéfique pour tout le monde, où chacun voit un profit et où chacun a une raison pour que ce soit une zone de stabilité, n'est-ce pas? Et je pense que je ne connais pas la réponse à cela. C'est sûr. Les pays voisins doivent également bénéficier des minéraux qui se trouvent dans l'est de la RDC.
que ce soit parce qu'ils ont une capacité de raffinage et que les minéraux sont extraits là-bas et raffinés ailleurs, ou qu'il y ait une capacité de raffinage en RDC, une capacité de raffinage au Rwanda. Tout le monde a la possibilité de gagner de l'argent avec ce qui se passe là-bas. Ensuite, je pense que tout le monde a intérêt à s'assurer que c'est une zone sûre et sécurisée. Ils vont avoir besoin d'investissements étrangers pour venir. Ils vont avoir besoin que les entreprises d'autres pays veuillent venir et opérer là-bas. En ce moment, cela ne peut pas se produire car il n'y a pas le niveau de sécurité requis et il n'y a pas l'absence de corruption. Il va y avoir un certain niveau de corruption partout où vous allez. Mais quand j'étais là-bas, j'ai été choqué par le niveau de corruption là-bas. J'ai parlé à une entreprise suisse ce matin et ils m'ont dit que leur entreprise valait quelque chose comme 18 milliards de dollars et ils ont reçu une facture fiscale l'année dernière pour leur entreprise de 80 milliards de dollars, ce qui est ridicule, n'est-ce pas? Et donc ils ont protesté et ils ont réussi à la réduire à 1 milliard de dollars, ce qui est encore des centaines de fois plus que les bénéfices qu'ils réalisent dans l'année. Donc, ils sont imposés à un taux déraisonnable. Les pots de vin, évidemment, sont un gros problème. Les Chinois peuvent se permettre de payer les pots de vin où ils sont prêts à les payer. Et vous savez, nous, en tant qu'États-Unis, ne le sommes pas. Beaucoup de pays ne sont pas prêts à faire cela. Donc, ils finissent là par pouvoir concurrencer sans concurrence. Il y a aussi un système judiciaire biaisé. Vous ne pouvez jamais être assuré que si vous y allez et que quelque chose, vous vous retrouvez dans une sorte de situation légale. Désaccord sur le fait que ce sera un jugement équitable, vous savez, et qu'ils vont statuer en votre faveur si vous avez raison. Il y a des taux de change manipulés, il y a des amendes déraisonnables. Vous savez, il y a des preuves partout que les membres du gouvernement et leurs familles s'enrichissent de manière indécente avec ce qui se passe là-bas, tandis que la population là-bas meurt de faim. Et vous savez, vit dans un environnement horrible. Je pense que nous devons trouver un moyen de résoudre cela. Je pense que tant que cela n'arrivera pas, beaucoup d'autres choses ne vont pas importer. Je ne connais pas la réponse à cela, mais j'aimerais avoir votre avis. Chacun de vous, pensez-vous que dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, et évidemment, il y a d'autres problèmes aussi. Je veux juste mentionner aussi, juste pour le dossier, mais vous savez, il y a certains, ce n'est pas tout financier. Moi maintenant, et je pense qu'une grande partie est motivée par le bénéfice financier des minéraux là-bas, mais je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes en jeu. Je pense que le Rwanda a une préoccupation légitime concernant le FDLR et la menace terroriste à leurs frontières également. Ils ont une industrie touristique qu'ils doivent protéger, qui se trouve dans la partie nord-ouest de leur pays, vraiment juste à la frontière avec des centres de population là-bas. Si des mortiers et des roquettes commencent à tomber là-bas, il n'y a plus de tourisme là-bas. J'ai vu des cartes, et vous le savez, parce que vous êtes de là-bas, de la région où vous avez été, certains d'entre vous, et c'est la ville de Goma. Elle est à la frontière, et c'est une ville continue qui s'étend en RDC, sans différenciation. Donc, il doit y avoir un certain niveau de sécurité à cet égard également. Nous devons donc trouver comment réunir ces gouvernements. Et nous trouvons une manière raisonnable pour que tout le monde puisse profiter financièrement des partenariat là-bas, afin qu'ils veuillent tous voir un niveau de sûreté et de sécurité là-bas, et que tout le monde se sente en sécurité, car chacun combat également un type de groupe rebelle, que ce soit l'ADF et le groupe islamique avec lequel l'Ouganda est engagé, ou que ce soit le FDLR qui lutte pour vaincre, ou le M23 qui lutte pour vaincre le FDLR, et ainsi de suite. Mais ma question est, pensez-vous, chacun à votre tour, j'aimerais que vous me répondiez, pensez-vous que le gouvernement actuel en RDC a la capacité de faire ce que je décris? Merci. Et je vais juste conclure en disant que je pense qu'il y a une opportunité incroyable ici. Et je pense que la nouvelle administration, celle du président Trump, voit qu'ils veulent cela, que le bain de sang et la violence dans l'est de la RDC cessent. Mais ils voient aussi les États-Unis. L'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis dans la région, et c'est la RDC en particulier, mais tout le continent africain. Et je pense que si nous ne pouvons pas résoudre cela, si nous ne pouvons pas développer cette sécurité et cette stabilité dans la région, les gagnants à chaque fois sont les gouvernements corrompus qui en tirent profit, et les Chinois qui prospèrent dans ce type d'environnement, et à l'occasion les Russes. Merci.